suivez Actu 30, messieurs et dames, merci de jeter vos télécommandes pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Présidence de la République, le comité chargé de suivi de l'exécution du projet 100 jours a fait son rapport au chef de l'État. Ce programme a été exécuté jusque-là à 73%. Insatisfait donc. Insécurité à l'est du pays, un mois déjà écoulé depuis la prise de la cité de Bunagana par le rebelle du M23. Activité paralysée, familles déplacées, les tableaux sombres de cette cité vous est peint dans son journal depuis Goma par Fidel Kitsa, notre correspondant. Et puis cette nouvelle, ils sont plus de 80 enfants à avoir regagné leur famille après une longue période de séparation due à la guerre qui frappe l'est du pays. Fruit de l'opération initiée par le Comité international de la Croix-Rouge, les détails, c'est à suivre dans ce journal. Le programme d'action des 100 jours du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réalisé à ce jour à 73%, puisque beaucoup d'infrastructures, d'écoles ou d'hôpitaux promis ont bien été construits à travers le pays. C'est le coordonnateur du comité de pilotage des veilles stratégiques François Mwamba qui l'a déclaré à l'issue de la deuxième réunion de cette structure présidée par le chef de l'État, mardi 12 juillet dans la soirée. Le coordonnateur du CPVS, qui s'est entretenu avec la presse présidentielle au sortir de la réunion, renseigne que chaque 3 mois, les membres de sa structure se réunissent autour du président de la République pour faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais, pour s'assurer de la mise en œuvre des différentes réalisations par ceux qui doivent le réaliser. Lors de cette rencontre, il a été validé, rajoute François Mwamba, la méthodologie du travail, l'organisation d'un atelier, lequel a permis d'identifier les points sur lesquels des améliorations étaient possibles. Pour la présidence congolaise, la nouvelle orientation stratégique validée du CPVS se décline autour de 3 pôles priorités nationales. Un État prospère, économie diversifiée, accès à l'eau et à l'électricité. Un État fort et moderne, paix et sécurité, gouvernance judiciaire et renforcement de la démocratie. Pour rappel, les travaux du programme de 100 jours du chef de l'État ont été lancés en mars 2019. Faisant suite à la volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, exprimée par le chef d'état-major général des FARDC dans son télégramme numéro 01-307-commandement-2022 du 6 juillet 2022 portant réaménagement du commandement dans la province du Nord Kivu, une remise et reprise du commandement des opérations dans cette province a eu lieu entre les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Ndima Kongba, commandant des opérations sortant, et le commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Yav Irung Filemon, commandant des opérations entrant, c'est 12 juillet 2022 à Goma. Pour le commandant des opérations sortant, ces changements dans la conduite des opérations s'inscrivent dans le cadre de la continuité des opérations que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo et puis que cette partie de la province est agressée par le Rwanda. Notre hiérarchie attend de nous. Devant cette petite restructuration, je crois que c'est toujours dans ce sens que la haute hiérarchie tient à ce que les opérations soient plus efficaces sur le terrain pour que nous boutons dehors de notre territoire l'ennemi qui nous agresse. De son côté, le lieutenant-général Yav Irung Filemon, commandant des opérations entrant, tout en félicitant son prédécesseur pour le travail abattu, recommande à tous les hommes en uniforme d'avoir une attitude responsable dans cette période d'agression de notre pays. Ça a pris d'autres proportions, ce n'est plus le M23, ce sont des nations qui nous attaquent. À cet effet, je vous demanderai tous les officiers, tous les militaires, qui sont dans ce secteur aussi des services. Ce n'est qu'une demande en fait. Pour le militaire, c'est peut-être un ordre. Pour le service, ce n'est qu'une demande. Tous les militaires dans ce secteur, désormais, il faut se comporter comme dans un secteur qui est en guerre. Donc tout le monde doit se comporter en tant que tel.
Les temps passent et déjà un mois s'est écoulé depuis que la cité stratégique de Bunagana est sous contrôle des rebelles du M23. Alors que des affrontements se poursuivent dans certains villages environnant cette cité frontalière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, des populations en pâtissent. Des activités restent paralysées dans cette partie du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement provincial a interdit toute importation et exportation des marchandises via les postes frontaliers de Bunagana. Et le lieutenant général Ndima Constant, gouverneur militaire de la province sous état de siège, a prévenu que toute personne dont la marchandise de quelque nature que ce soit entrerait par ces postes frontaliers sera considérée comme fraudeur, collaborateur de l'ennemi et subira la rigueur de la loi. Entre-temps, plusieurs personnes, des familles, vieux, jeunes femmes comme enfants qui ont fui vers Rutshuru centre et même vers l'Ouganda vivent les calvaires dans leur lieu de déplacement. Les déplacés crient à l'assistance humanitaire des autorités et des personnes de bonne volonté face à cette situation qui se détériore au jour le jour. Pour rappel, c'est depuis le 12 juin dernier que les M23 avaient pris d'assaut la cité de Bunagana après des intenses combats avec l'armée congolaise. Le pays ne ménage aucun effort pour assurer l'intégrité de tous les coins et recoins du pays. Marche ratée de l'intersyndicale du Congo ce mercredi 13 juillet. Syndicats permanents, délégués syndicaux, travailleurs du secteur formel et informel, agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que le représentant d'autres corporations s'étaient fixés rendez-vous dès les premières heures de la journée à la gare centrale, point de rassemblement de cette manifestation qui avait comme objectif dire non à l'agression de la RDC par le pays voisin et apporter les soutiens aux forces armées dont les éléments s'y battent auprès de leur vie afin de faire recouvrir au pays l'intégrité de son territoire. Alors que tous les décors semblaient être plantés pour lancer la marche, à la grande surprise des manifestants, ce sont les éléments de la police qui ont été déployés sur place pour disperser la foule, ce qui a laissé les organisateurs assez perplexes. Nous sommes venus parce que nous avions une activité. On avait organisé une marche de soutien à nos FARDC qui devrait commencer depuis la gare centrale jusqu'au niveau de la prémature pour aller déposer notre mémo. Malheureusement, depuis hier, nous étions en contact avec les autorités. On n'a pas reçu l'information que la marche était annulée. Subitement, ce matin, on vient sur les lieux indiqués, on trouve qu'il y a eu un dispositif très renforcé des éléments de la police. Donc, c'est comme ça que nous déplorons cette façon de faire. Parce que l'objectif de cette marche était pour soutenir les FARDC. Interrogé sur les raisons de l'interdiction de cette marche, la police a fourni ses arguments. Les amis de l'intersyndicale sont au courant que la marche était interdite. C'est une marche non autorisée. Et il y a un arrêté du gouverneur de la ville qui n'a jamais été abrogé. Aucune marche dans la commune de la Gombe. Aucune, que ce soit des soutiens, des manifestations, aucune marche. C'est simple. L'intersyndicale exige par ailleurs la libération sans condition de leurs collègues interpellés par la police. Nous estimons que ce qui s'est fait, c'est vraiment un sabotage à notre égard. Et aussi, nous voulons que dans un délai raisonnable, tous les camarades qui sont arrêtés par la police soient libérés. Donc nous exigeons leur libération sans condition. Parce que la marche a été autorisée, l'autorité a suffisamment été informée que la marche aura lieu aujourd'hui et dans un itinéraire bien défini. Il faut noter que cette marche avait pour objectif de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent les pays face à l'agression du mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Les avocats de François Beya, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ont au cours de la dernière audience tenue le mardi 12 juillet dernier récusé les juges de la haute cour militaire en charge de ces dossiers. Ils dénoncent une mainmise dans ces procès. Pour porter l'affaire sur la place publique, le collectif Fruit François Beya était ce mercredi devant la presse. Le collectif Fruit François Beya Kassonga a suivi avec attention particulière et profonde désolation le déroulement de l'audience du mardi 12 juillet qui oppose le ministère public à François Beya
et ses co-prévenus, accusés de complot contre la personne du chef de l'État, d'injures et d'incitation de plusieurs militaires à l'indiscipline. À cet égard, le collectif tient à dénoncer l'ingérence manifeste du Conseil national de sécurité et de l'Agence nationale des renseignements ainsi que les pressions que leurs administrateurs respectifs imposent aux magistrats et au ministère public en vue d'orienter l'instruction judiciaire du dossier à leur convenance. Cette structure qui dénonce également un procès politique en appelle à l'intervention personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette situation montre une fois de plus que l'affaire Beya est purement et simplement politique et que son dénouement ne se décidera qu'au niveau du chef de l'État. Pour autant qu'il prenne conscience qu'il a manifestement été très mal conseillé dans ce dossier et qu'il s'écarte de tels conseils afin de mettre un terme définitif quant aux violations des droits et libertés de François Béaka Songa et de ses co-prévenus. Par ailleurs, le collectif Free François Beya a annoncé la tenue prochaine des manifestations publiques en vue de réclamer la libération de François Beya. Les avocats du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Mpoyi, ont déposé une plainte ce mercredi 13 juillet 2022 au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe contre 2 cadres du parti de Vital Kamerhe pour menaces de mort, diffamation et injures publiques dans les médias. Les constats étaient faits par la cellule de communication du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa il y a de cela une semaine. Oui, nous sommes venus déposer plainte contre M. Papi Okata et M. Célestin Diomi. Tous deux ont tenu des propos diffamatoires et injurieux, même des menaces contre la personne du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Godem Mpoyi, et contre le gouverneur de la ville, M. Jantini Ngobila. Ces propos ont été tenus dans des différentes émissions, sur différentes chaînes. C'est ainsi que nos clients nous ont chargés pour que nous puissions déposer à ce jour plainte devant les parquets des grandes instances de Kinshasa, Gombe, et que la justice soit faite. Il n'y a aucune impression parce que la plainte a été déposée et le parquet va prendre la plainte en considération et poser des actes. C'est tout. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait dénoncé dans l'une de ses prêches le vol et le détournement des deniers publics. Une dénonciation qui était intervenue quelques jours après l'acquittement de Vital Kamerhe par la justice. Dans le souci d'informer la population quinoise sur les activités de la CENI pendant la période préélectorale, le réseau d'éducation civique au Congo, en collaboration avec le secrétariat exécutif provincial de la CENI, a organisé ce mercredi 13 juillet 2022 un forum sur l'état de lieu de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles dans la ville de Kinshasa. Une occasion qui coïncide avec la phase finale de l'opération d'actualisation de la cartographie pour la mise en place des centres d'inscription à Kinshasa. Des antennes, l'opération doit être totalement terminée. Donc on n'a plus vraiment de proposés sur terrain ou des données qui ne sont pas encore téléversées. Donc, au niveau de Kinshasa, on est déjà vraiment sur le bon par rapport au calendrier. Sur terrain, ils avaient 3 niveaux d'action à venir. Le premier travail, c'était d'aller voir le bourgmestre pour harmoniser avec le bourgmestre sur l'existence des quartiers. Après cela, ils devaient maintenant descendre sur terrain. Ils arrivent pour collecter les données, ils devaient aller maintenant dans les quartiers. Les chefs de quartier leur montrent les adresses des écoles, parce qu'au niveau du chef de quartier, c'est maintenant les écoles et les centres de santé qu'ils devaient visiter. À en croire les coordonnateurs du réseau d'éducation civique au Congo, les éclaircissements fournis par la CENI concernant l'opération d'actualisation de la cartographie à Kinshasa est important pour la population qui est partie prenante du processus électoral. Depuis bien longtemps, qu'il y a trop de spéculations. Il y a trop d'informations erronées. Il y a trop d'informations non fuyées. Voilà pourquoi nous avons dit, parce que c'est
pour aller chercher ceux qui ont les formations, non seulement ils ont les formations, mais ceux qui produisent cette information, pour le mettre à votre disposition. Pour la ville de Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a recruté 66 préposés pour la collecte des données et 7 préposés pour la même opération. Autre détail, Kinshasa compte 12 chefs d'antenne. Élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Nord-Ubangi, c'est depuis mardi que la CENI, à travers un communiqué, a rendu public le résultat. Une élection assez particulière qui a vu compétir 6 candidats, dont 3 bien particuliers. Particuliers non pas pour avoir fait ceci ou cela, mais plutôt pour le nom porté par ces 3. La seule femme candidate se trouvait être Marie-Claire Kengo, fille de Léon Kengo Adondo, qui s'en est sortie avec 3 voix. Autre candidat, Kété Sétialé, fils de Sétialé, ancien collaborateur et très proche du maréchal Mobutu. 0 voix pour lui. Et le maréchal Mobutu, puisqu'on en parle, c'est son petit-fils Malo Mobutu Ndima, fils de Manda Mobutu, second des enfants du président du Zaïre, qui a été finalement élu. Malo Mobutu, petit-fils du maréchal, avec ses 11 voix récoltées, et c'est lui qui désormais présidera au destiné de la province du Nord-Ubangi, la leur. We reinvested in Africa. Devoir de rédévabilité, Kibali Gold l'a encore respecté dans le cadre de sa 45e conférence de presse placée sur les activités réalisées au deuxième trimestre de l'année 2022. Le président et directeur général de Barrick a mis en avant les performances de Kibali dans la création des valeurs durables. Désormais, la société dépasse l'investissement de 4,1 milliards de dollars américains et a contribué au développement de l'économie locale dans une région reculée avec des entreprises prospères et de multiples partenariats commerciaux en République démocratique du Congo. Grâce à sa politique en matière d'emploi et de promotion au niveau local, 94% de la main-d'œuvre de Kibali, y compris sa direction, sont des ressortissants congolais. Devant la presse, le docteur Marc Bristow a souligné également que la société est en bonne voie pour atteindre les objectifs de production de l'année. Déjà, l'exploration continue à fournir un potentiel prometteur d'onces supplémentaires. Les réserves d'or de Kibali ont augmenté, remplaçant les quantités exploitées durant les 3 dernières années. Proche des communautés, Kibali l'a également prouvé lors de cette conférence de presse à travers la remise des bourses d'études aux meilleurs étudiants du 2e cycle de la faculté de géologie de l'université de Kinshasa. La société minière, qui s'est réjouie de ses performances, entend réaliser encore davantage pour les prochains semestres et atteindre tous ses objectifs. Elle y va assurément, a expliqué Marc Bristow, qui a rappelé qu'aucun accident majeur avec perte de postes n'a été enregistré au trimestre de cette année. Ces centrales hydroélectriques des classes mondiales atténuent l'impact du prix élevé du pétrole. Kibali continue aussi à investir dans l'avenir de la biodiversité africaine en soutenant le parc national de la Garamba. Elle parraine également un projet de réintroduction du rhinocéros blanc dans le parc, ce qui est essentiel dans la campagne à long terme de protection de cette espèce menacée. Voilà, il n'a pas reçu mandat. Au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 12 juillet 2022, Maître Gérard Kabemba, avocat conseil de Maître Dorothée Madia, a fait des révélations pour le moins scandaleuses au sujet de sa cliente, victime d'une escroquerie de la part de M. Pascal Beveragui, ancien président du conseil d'administration de la société minière NB Mining SA. Dans le travail qu'elle effectuait pour la société NB Mining, je ne vous apprends rien, un avocat est rémunéré en termes d'honoraires. Et donc, après chaque exercice, selon les termes conventionnels d'entre elle et NB Mining, elle établissait des notes d'honoraires ou des notes de frais qu'elle transmettait à la société, et la société était chargée de, j'allais dire, de l'honorer, de payer pour parler simplement. À cette époque, c'est M. Pascal Beveragui qui était le président du conseil d'administration de cette société. Mais voilà que M. Pascal Beveragui s'est permis de traficoter, je ne sais même pas si c'est le terme, des
de changer carrément les notes d'honoraires qui étaient présentées par l'avocat de conseil de la société. En somme, c'est plus de 5 millions de dollars que Pascal Beveradi s'est tapé sur le dos de Maître Dorothée Madia. Et donc, pendant plus de 2-3 ans, la surfacturation effectuée par M. Pascal a atteint le montant de 5 528 452 dollars américains. Pour rentrer dans ce droit, Maître Dorothée Madia avait déjà saisi la justice. Ceux qui ont suivi le saga judiciaire par rapport à ces sociétés minières savent qu'aujourd'hui, le capital social et la gestion de la société NB Mining est assurée par un autre actionnariat. Et c'est ainsi que la société va nous fournir toutes les factures qui étaient effectivement mis dans les circuits pour le paiement. Mais pourquoi la société veut le faire? Parce qu'il y a toute la question de la fiscalité, de la parafiscalité qu'il y a derrière. Parce qu'en termes de recoupement, vous, avocat, qui êtes chargé de collecter la TVA, n'est-ce pas, vous êtes dans les écritures comptables de la société. Et lorsque le fisc passe par là, il dit, mais tiens, il y a quand même Maître Madia Dorothée qui a perçu 5 millions. Et donc, où est la TVA qu'elle a collectée sur ce montant, sur ces honoraires? Au jour d'aujourd'hui, au regard des écritures de la société NB Mining, Maître Dorothée est redevable de la TVA sur les 5 milliards, les 5 millions. Aux dernières nouvelles, confirme Maître Gérard Kabemba, M. Beveradi serait de retour à Kinshasa. J'entends depuis un certain temps un discours sur un état de droit, sur un appareil judiciaire requinqué, sur une certaine conscience de justice, n'est-ce pas, qui devrait entourer et les hommes et les femmes qui sont aux commandes des organes judiciaires. Et donc aussi le climat socio-politique et psychologique aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine justice. Et donc, il devait être reconnu tout à fait normalement, Maître Madia Dorothée, de demander que justice soit faite. Ils sont au total 83 enfants qui ont regagné, grâce au Comité international de la Croix-Rouge et la coordination de la Croix-Rouge nationale, leurs familles respectives après une longue période de séparation en raison de la guerre à l'est de la RDC. Ces enfants, tous réunis au bord du même vol, ont quitté Kalemi pour 7 villes dans les provinces de Tanganyika, Okatanga, Nord Kivu, Kasai oriental et Kinshasa. Leurs 53 familles ainsi pu être réunifiées. Une satisfaction indescriptible du côté de familles longtemps plongées dans le désespoir. Quand la guerre a éclaté, sa maman et lui ont fui de leur côté et moi, je fuis dans les sens inverses. Mon premier fils doit retourner à l'école, il doit rendre son papa fier de lui. Je suis rentré à la maison, je vais étudier et un jour, je deviendrai informaticien. Du côté du Comité international de la Croix-Rouge, ces retrouvailles sont la somme de plusieurs efforts consentis et d'un long travail parsemé de contraintes, tant logistiques que sécuritaires. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de signaler, c'est-à-dire que c'est vraiment les volontaires de la Croix-Rouge, de la RDC qui font un travail de fourmi, que ce soit dans la dissémination, enfin pour parler du service afin que les gens le connaissent, qui font un travail de recherche et puis qui font un travail justement de suivi une fois que l'enfant a été réunifié avec ses proches. Donc il y aura ce travail de suivi qui va se faire. Il y a un besoin, il y a un moment d'adaptation. Les enfants, il y a quand même, on voit qu'ils avaient encore besoin de vraiment digérer tout ce qui leur arrivait. Pour venir en aide aux familles, le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge de la RDC ont mis en place un dispositif offrant la possibilité aux personnes déplacées de leurs proches de les contacter. Tâche qui a permis de réunir près de 200 enfants congolais avec leurs familles ces 6 derniers mois et plus de 250 de 2017 à 2021. Elles sont à 3. Leurs prénoms, Denis, Olive et Rose. Ils n'ont qu'une semaine de vie. Huguette Toueko est la maman des triplés.
À 30 ans, Huguette vient de porter le nombre de ses enfants de 5 à 8, dont 7 filles et 1 garçon. Vivant la cité des Konluka Mambo, quartier 2, Moussi Nzamba, le mari d'Huguette, est sans emploi. C'est avec beaucoup de peine déjà qu'il s'occupait de sa femme et leurs 5 enfants. Avec l'arrivée des triplés, il avoue ne pas savoir à quel sens s'est voué. Bon, tu vas dans la commune d'Angalema, dans le quartier Kaluka, dans l'avenue Bouangila numéro 26, numéro de téléphone est 081 320 96 26. Nous sommes à 090 77 49 803. Avec ces triplés qui viennent s'ajouter aux 2 jumelles et 3 autres, Huguette avoue son incertitude face au lendemain, d'où son SOS. Reste plus qu'à espérer que le petit Denise comme Niakiro, Olive comme Lembe, Rose comme Mutombo s'attire l'attention de personnes sensibles à même de venir en aide à cette petite grande famille. Pour toute aide qui sera la bienvenue. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.